Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un des mécanismes de croissance qui est certainement l'un des plus puissants pour doper le développement de votre entreprise. Ce mécanisme, c'est les Growth Loops. Et pour en parler, je suis avec Pierre-Jean Hillion, qui est Growth chez Blablacar. Bonjour Pierre-Jean. Hello Axel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien également. On enregistre un petit vendredi matin, donc en pleine forme. Effectivement, c'est toujours le moment de la semaine où on est de meilleure humeur. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, d'autant que ça fait un moment que je suis aussi un petit peu tes contenus parce que t'as une super newsletter sur les sujets de growth et Ouais. du coup je mettrai le lien dans la description, t'en parleras peut-être dans le cours de l'épisode. Du coup justement, pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Écoute, du coup, moi je m'appelle Pierre-Jean, j'ai 26 ans. Ça fait à peu près 4-5 ans là que je travaille dans l'écosystème startup. Depuis 1 an et demi, je travaille chez Blablacar en tant que growth manager. En parallèle de ça, je fais pas mal de petites choses, donc notamment comme tu disais, j'écris beaucoup sur des sujets growth. J'ai une newsletter qui s'appelle The Growth Mind. Et puis, ça fait, on va dire, à peu près 5 ans maintenant que j'évolue dans l'écosystème startup. J'ai fait aussi bien des startups assez early, on va dire 5-10 personnes, que de la scale-up comme Blablacar, en passant aussi par des startups un peu plus mid-stage, type série A, série B, une centaine de personnes environ. Donc, toujours sur des postes un peu business et growth. Donc, voilà pour la petite présentation. Top. Bah juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tant qu'on parle un petit peu de ce que tu fais, c'est quoi du coup le rôle d'un growth chez Blablacar? Ouais, c'est une bonne question. En fait, historiquement, moi, quand je suis arrivé chez Blablacar, donc c'était fin 2021, je suis arrivé sur un poste qui était celui d'insurance growth manager. Donc, je travaillais comme un growth manager sur les produits d'assurance de Blablacar. Blablacar propose plusieurs produits d'assurance pour les conducteurs de covoiturage, pour les passagers de bus, etc. Donc là, mon rôle, moi, c'était vraiment de faire en sorte bah, qu'on ait le maximum de personnes qui convertissent sur ces produits-là, vu que c'est des produits qui sont optionnels, intégrés dans des tunnels d'achat, etc. Mhm. Donc ça, c'était mon rôle, on va dire, pendant quasi 1 an. Et là, depuis quelques mois, environ 5-6 mois, j'ai un rôle qui a un petit peu évolué. Je suis toujours growth manager, mais plutôt sur la partie covoiturage. Donc globalement, je m'occupe, on va dire, un peu de tout le funnel. J'interviens sur des projets assez particuliers entre le marketing et le product. Je fais ni du plan média comme va faire le marketing, ni du pur product management comme va aller faire un product manager chez Ouais. Blablacar. Moi, j'arrive un petit peu en fait entre les deux pour faire en sorte qu'on maximise l'acquisition. Je suis très focus sur la partie conducteur, moins sur la partie passager. Qu'on active le mieux possible ces conducteurs, donc qui fassent leur premier covoiturage et qui continuent à faire du covoiturage dans le temps, donc qui fassent 5 covoiturages, 10 covoiturages, etc. Donc ça, c'est la grosse première partie de mon scope. Et j'ai une deuxième partie de mon scope qui est plutôt sur la partie, on va dire, pricing, où je fais en sorte qu'on propose le bon prix aux conducteurs et aux passagers. L'idée, c'est que le passager, il ait une solution de transport qui soit abordable et que le conducteur, il s'y retrouve quand même, qu'il puisse faire des économies en proposant son trajet sur Blablacar. Donc ça, c'est vraiment mes deux scopes. Growth sur la partie, on va dire, volume et usage et sur la partie pricing.
Ok, c'est vraiment intéressant, tu vois, parce que c'est des posts, tu peux poser 12 fois la question à 12 personnes différentes. Le scope, il est jamais le même, tu vois. Le pricing, par exemple, enfin, là, du coup, toi, t'interviens dessus et c'est ton sujet. Des fois, c'est au marketing, des fois, t'as même aucun des deux services qui joue dessus et puis c'est des Ouais. décisions qui sont prises en haut, on va dire. Mais c'est vraiment des sujets, des posts dans lesquels on peut retrouver différents types de missions, quoi. Bah, du coup, venons-en à notre sujet du jour, donc les gros floops. On l'a dit un petit peu, les anglicismes qu'on aime bien dans le métier. Mm. Est-ce que tu peux déjà expliquer un petit peu le concept, s'il te plaît? Ouais, bah écoute, les gros flips, en fait, c'est un concept qui a été introduit par Reforge. Reforge, c'est une sorte, on va dire, d'accélérateur de start-up américain qui a été monté par des grosses pontes du growth américain, notamment Brian Balfour, qui est très connu, et Andrew Chen aussi, qui est un ex-growth de chez Uber. Donc, eux font beaucoup de contenu très, très précurseur sur la partie growth, et ils avaient introduit je dirais que ça doit faire 2, 3 ans maintenant, ce concept de gros floops, en partant d'un constat qui était assez simple de dire, ça fait à peu près 10 ans aujourd'hui qu'on utilise le funnel R, qui est ce fameux acquisition, activation, rétention, referral, revenu, qui te permet de voir la croissance en fait un peu comme un funnel. Mhm. Mais ça a été super utile pour beaucoup de startups. Ça nous a permis de siloter un petit peu la croissance, de comprendre où est-ce qu'on peut expérimenter, etc. Mais le problème de cette vision funnel, c'est que bah, c'est très linéaire. On va dire que tu as 100 qui rentrent en haut de funnel, tu as 10 qui ressortent, mais tu es obligé de remettre 100 pour réavoir 10 qui ressortent, etc. Donc tu te retrouves un peu à devoir alimenter de manière continue ton funnel, etc. Essayer d'optimiser chacune des étapes peut-être pour mieux convertir. Mais c'est un système où tu es toujours obligé d'aller remettre du carburant en permanence pour pouvoir générer de la croissance. Alors que le système de gros loop, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est de voir en fait ta croissance comme une boucle. Ça se passe en 3 étapes. Tu as une première étape en fait qu'on appelle l'input, qui est en gros un utilisateur intègre la boucle. Soit ça peut être un nouvel utilisateur, soit ça peut être un utilisateur déjà acquis mais qui revient, qui rentre dans ce process. Cet utilisateur, il va réaliser une action. Donc l'action, bah, elle va être spécifique vraiment à chaque gros flou, mais je sais pas, ça peut être un sign-up, ça peut être le partage d'un document. On va parler un petit peu après de certains exemples, mais l'idée c'est qu'il réalise un peu une action cœur qui va enclencher la grosse loupe. Et cette action, elle va produire ce qu'on appelle un output. Et cet output va être réinvesti dans l'input. Donc l'idée c'est de se dire, on fait rentrer un dans la boucle, un utilisateur. Cet utilisateur produit une action. Cette action va produire un output qui va te permettre d'avoir un petit peu une sorte d'effet boule de neige et de ramener plus d'utilisateurs quasi de manière organique en fait. Si tu prends de manière très théorique la manière dont devrait fonctionner une grosse loupe, ce serait de dire par exemple un utilisateur rentre, il en ramène deux utilisateurs rentrent, ils en ramènent quatre et ça grossit quasi de manière organique sans que tu aies besoin de remettre du carburant toi-même. En fait, la loupe, elle s'auto-alimente. Et c'est là où vraiment tu as un effet qui est intéressant, qu'on va un peu comparer à celui des intérêts composés en investissement, où en fait le fait que ce nombre d'utilisateurs grossit de manière organique à chaque fois te permet d'avoir une croissance qui est exponentielle. Là où le funnel va être un peu plus limitant et linéaire. Ok, ouais, effectivement, c'est cette vision où la boucle, bah du coup, vu que c'est une boucle, elle s'alimente elle-même pour continuer du coup le mécanisme de croissance. Et c'est ce que tu as dit, effectivement. Je pense que les effets composés, c'est quelque chose enfin, qui parle bien, en tout cas, qui est un bon exemple de système qui s'alimente, quoi. Comparé à un funnel où, bah, c'est ce que tu disais. Effectivement, là, quand tu vois le funnel, bah, tu mets 100, tu récupères 10 clients, et puis bah pour avoir les 10 clients d'après, tu vas remettre les 100 en haut, et t'es obligé d'avoir toujours un petit peu cette même action. Alors que la boucle, elle est censée justement t'aider à laisser ça s'alimenter toute seule pour aller beaucoup plus vite, quoi. Mmh. Ouais, non mais c'est totalement ça. Bah, j'allais dire, les gros floops, il y en a des très célèbres, celle d'Hotmail qui est très connue par exemple avec le fameux au début cette petite ligne qu'ils avaient rajoutée en bas des emails, créez votre adresse, et envoyez vos emails avec Hotmail, où du coup chaque utilisateur qui envoyait un email a toute sa base, enfin bref, ouais, tous ses contacts. Du coup, amener d'autres contacts sur la plateforme, ça c'est un exemple qui est super connu. Il y a celle de Dropbox Mmh. aussi. Ce que je te propose, c'est de décrypter du coup ensemble quelques exemples que t'aimes bien. Si tu peux donner le contexte, pourquoi ça marche, et qu'on se rende compte vraiment de ce que c'est que ce mécanisme. Ouais, bien sûr. C'est intéressant ce que tu disais parce que effectivement, on a un peu tous en tête ces exemples très célèbres. Là, tu disais Hotmail avec cette signature, Apple avec le envoyé depuis mon iPhone, Ouais. qui typiquement sont des gros floupes un peu qui mixent acquisition et referral parce que bah tu vas aller chercher quelqu'un qui n'est pas déjà utilisateur et tu vas le rendre utilisateur grâce à ce petit tweak dans la signature.
On a moins de gros exemples connus dans le B2B et pourtant c'est quelque chose qui se fait pas mal. La première chose moi dont j'avais envie de parler, c'était un peu les gros flops en SaaS B2B qui sont plutôt, on va dire, dans le monde collaboratif. Donc, je pense à Notion, je pense à Slack, je pense à Figma, Miro, tous ces produits un peu d'équipe, en fait, où on va collaborer, inviter d'autres collaborateurs, etc. sur le produit. Bah, typiquement, eux, ils profitent vraiment des effets composés des gros flops et de manière assez puissante généralement. Parce que bah, l'idée, c'est que si on reprend un peu la structure de la gros floop, où tu as donc input, un utilisateur, on va dire, rentre dans la boucle, s'inscrit, etc. Action et output. Bah, tu prends, imaginons l'exemple de Slack. Je vais prendre Slack parce que c'est le plus connu. Bah, un nouvel utilisateur s'inscrit sur Slack. Il va vite se rendre compte que pour pouvoir profiter pleinement du produit, typiquement, bah, il a besoin d'avoir d'autres personnes de son équipe et potentiellement pas qu'une, parce que si vous parlez juste à deux, le produit aura pas énormément de valeur. Par contre, si vous êtes 10, là, on va commencer à prendre beaucoup de valeur. Donc, l'action qu'il va faire, c'est découvrir l'outil, potentiellement envoyer un message à ses collègues pour qu'ils s'inscrivent sur Slack, etc. Et ça va produire un output qui est, bah, de nouveaux collaborateurs découvrent Slack, s'inscrivent sur la plateforme. Et là, typiquement, la puissance d'une grosse loupe comme ça va être que, imaginons, tu as une ou deux personnes ou une équipe. Prenons l'exemple d'une équipe. Tu as une boîte de 100 personnes. Il y a une équipe de 5 qui commence à utiliser Slack pour collaborer en interne. Bah, rapidement, ils vont aller évangéliser un petit peu ça dans la boîte, etc. Et on va se retrouver avec 100 personnes qui utilisent Slack dans la boîte. Donc, tu passes en fait on va dire, d'un effort d'acquisition qui était celui d'une équipe. On a réussi à acquérir 5 personnes, donc tu as un coût d'acquisition qui est lié à tout ça, etc. Pour finalement en acquérir 100 et avoir un plan qui est dimensionné pour 100 personnes. Et c'est là que tu comprends un peu la puissance du truc. Bah, parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher ces 100 utilisateurs toi directement. Tu as eu besoin d'aller chercher ta première équipe dans la boîte qui, elle, ensuite a fait ce travail d'aller évangéliser le truc, etc. Donc là, on parlait d'effets un petit peu composés juste avant. Bah là, c'est typiquement le cas. Hein. Enfin, Ouais. vraiment, tu t'arrives à décupler un peu la puissance de ces exemples-là. C'est assez fou. Et puis, c'est les mêmes mécanismes. J'ai cité Notion, j'ai cité Figma. Notion, c'est un peu le même mécanisme. Et il peut être interne aussi. Donc, tu utilises Notion en interne et pareil, tu le partages à d'autres gens. Mais il peut être aussi externe. Maintenant, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui build un peu des sortes de mini sites web, mini formations sur Notion, des templates et qui les partagent à l'externe. Et il y a Mm. plein de gens qui découvrent Notion comme ça. Donc tu te retrouves en fait à avoir une sorte de viralité mixée à de l'acquisition qui est vraiment super super élevée. Donc ça c'est vraiment je trouve la puissance de ces SaaS B2B collaboratifs. Ouais, carrément, tu vois, ça me fait penser à Collective, aussi la Collective Work qui est un SaaS pour Mm. les collectifs d'indépendants, les collectifs de freelance, qui permet en fait du coup aux freelance de collaborer ensemble sur différentes missions, de gérer la facturation, tout ça de façon collective, quoi. Mais justement, c'est ce qu'il me disait parce que j'ai enregistré un épisode avec le CEO, Jean de Reblaude, qui va passer juste après le tien. C'est ce qu'il me disait. En fait, une fois qu'ils ont réussi à capter un freelance, ils ont pas besoin de capter toute l'équipe. Ils captent un freelance qui, du coup, Bah oui. va aller chercher d'autres freelances et tous les membres de son collectif pour les amener sur la plateforme, pour utiliser la plateforme, sachant qu'un freelance peut être membre de plusieurs collectifs. Et donc, potentiellement, en plus, à chaque fois que tu vas ramener, bah, tu peux ramener plusieurs collectifs comme ça. Et c'est quelque chose qui s'alimente tout seul aussi, quoi. Donc là, par contre, voilà, t'es quand même sur une gamme de produits au final qui est, voilà, c'est très lié, comme tu l'as dit, au business model du produit, même en fait au mode fonctionnel, on va dire un petit peu. C'est des Ouais. modèles collaboratifs, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Est-ce que du coup, tu as un exemple de gros flou qui serait un peu plus classique entre guillemets, mais adaptable presque par tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr, tu peux prendre un peu plutôt des exemples, on va dire, sur la partie service. Je pensais un peu à tout ce qui est modèle, agence, consulting, mais globalement, je pense que c'est le type de gros flou qui peut être utilisé à peu près partout. Euh, j'ai même une idée, en tête de gros flou de restaurant. Tu vois, on n'est pas vraiment sur du B2B, mais on pourra en parler après. Mais Ouais. disons que tu prennes l'exemple d'une agence de consulting, peu importe dans quel domaine. Bah, tu peux imaginer une grosse loupe qui serait donc l'input, tu signes un nouveau client, ça c'est ton entrée de boucle. L'action, c'est que tu réalises une prestation de qualité pour ce client, tu génères des résultats et tu en crées un case study. Et ce case study, bah,
tu le transformes en output parce que tu vas le partager, tu vas permettre à des personnes de te découvrir, potentiellement des prospects qui sont similaires aux clients pour lesquels tu viens de générer des résultats. Et cet output, donc ce case study, va te permettre de signer de nouveaux clients. Donc ça, c'est un exemple un peu plus classique où tu vas, pareil, hein, tu mixes un peu référaux, les acquisitions. En gros, tu capitalises sur ce que tu as fait en amont, signer ton client et réaliser une bonne prestation pour lui, pour en générer un contenu qui va t'aider à aller signer de nouveaux clients, quasi pareil, de manière organique, etc. Et tu prouves que tu as de la valeur. Donc ça, c'est le genre de gros soupe assez simple que tu peux, j'ai envie de dire presque n'importe quelle boîte en B2B, que ce soit du consulting ou autre, pourra utiliser ça parce que dès que tu fais une prestation, on va dire, de qualité pour un client, tu peux capitaliser sur cette prestation pour aller chercher de nouveaux clients plus facilement par la suite. Donc ça, c'est une des premières, tu vois, que j'ai en tête dans un business, on va dire, un peu plus classique de service. Ouais, effectivement, au final, c'est un mécanisme là, comme tu le décris, qui est, j'allais dire, très classique, mais c'est vraiment cette vision en fait de la boucle, tu vois, de comment je trouve qui est intéressante par rapport au funnel qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment cette vision de boucle, tu vois, parce que ces actions-là, comme tu l'as dit, il y en a pas mal qui le font aujourd'hui. Les cas clients, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez Bien connu. sûr. Mais c'est vraiment cette idée de, enfin, de schématisation de boucle, je trouve, de concept qui est très intéressante. Ça me fait penser à, tu vois, c'est Jérémy Goyot, qui était growth chez Ouais. Spendesk, qui parlait de ce mécanisme-là où justement, dans les premiers temps de Spendesk, euh, il faisait une action très similaire à ce que tu décris là, où en fait, quand il signait un nouveau client, il allait identifier dans le réseau de ce client-là 3-4 personnes qui pouvaient être potentiellement dans leur cible, et du coup, demander une intro. Et il faisait ça pour tous les clients, tu vois. Et du coup, d'un Ouais. client, tu vas générer, du coup, 3-4 mises en relation pour aller chercher des nouveaux clients. Et bah, tu vois bien que quand de 1, tu sors 4, et que tu fais ça après à chaque fois, très vite, tu arrives sur une courbe qui est exponentielle, quoi. Et ouais, c'est ça. Et là où tu vois, tu parles d'exponentiel, typiquement, tu disais, bah, bon, bah, il signe un client, il a 4 intros, bah, t'en signes deux, t'en as 8. Et, donc, en Ouais. fait, tu vas mettre plus d'efforts en acquisition, tu vas signer plus de nouveaux clients, ces nouveaux clients vont te ramener plus d'intros, et hop, Mm. t'as la boucle qui démarre, qui s'enclenche. Et comme tu dis, il n'y a rien en soi de très compliqué. C'est vrai que souvent, quand on voit un peu la gros flou visuellement, on voit le truc, ok, input, action, output, ça peut paraître un peu théorique. Mais en fait, c'est un mécanisme qui est déjà utilisé par beaucoup de boîtes, sans même vraiment le savoir. Mais par contre, essayer de voir sa croissance sous la forme d'une boucle et pas d'un funnel, bah, ça peut vraiment un peu changer la manière dont tu visualises le truc et te dire, bon, bah, ok, comment je fais pour transformer plein de choses en une boucle? Comment est-ce que je fais pour produire de la valeur ajoutée chaque fois que je fais une action particulière? Mm. Et c'est vraiment plus une vision, on va dire qu'un framework que tu suis à la lettre, hein, purement. Il y a peu de boîtes qui ont 10 gros floupes à côté et qui regardent des métriques de partout, hein. C'est plus, on va dire, quelque chose qui t'aide à mapper la manière dont tu veux voir ta croissance, quoi. Carrément, c'est ça que je trouve, tu vois, intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple que tu as donné à la fin aussi, parce que quand on parle de Notion, quand on parle d'Hotmail ou de Dropbox, c'est très lié au produit, tu vois, et on pourrait se dire, non, mais en fait, la GrowthLoop, c'est pas pour moi, parce que c'est pas adapté à mon mode Bien de sûr. fonctionnement. Mais en fait, c'est juste une question de vision des choses, d'état d'esprit, au final, et de façon dont tu regardes ta croissance, et comment est-ce que tu peux, justement, essayer de tirer parti de ces effets composés-là, et de mettre en place une boucle qui peut te servir ton business. Et comme tu l'as dit, cet exemple de referral, au final, ou de case study, c'est quelque chose qui est adaptable dans presque tous les domaines, quoi. Et tu vois, je parlais là juste avant, je citais l'exemple des restaurants. Bah, typiquement pour un restaurant, si tu dis, ok, j'ai envie d'avoir une grosse loops, où chaque fois que j'ai un client qui vient manger chez moi, bah, il partage son plat sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette loupe soit la plus efficace possible, que pour que sur 100 clients, j'en ai le maximum qui partagent quelque chose sur les réseaux sociaux? Bah, je vais faire en sorte de créer mes plats, de dresser mes plats d'une manière où ils vont être très instagrammables. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de restos d'ailleurs qui le font très bien et on voit qu'il y a des restos qui sont pas forcément largement meilleurs que d'autres, on va dire, dans la qualité de la bouffe, Mm. mais qui ont un peu ce truc en plus dans la manière dont ils présentent les choses, dont ils vendent le truc, où les gens partagent énormément et ça leur donne beaucoup de viralité. Et typiquement, ça, bah, ok, input, j'ai un client qui vient manger au restaurant, action, il prend une photo de son plat, output, il la partage sur les réseaux sociaux, d'autres gens découvrent le resto, viennent Mm. manger au restaurant. Ça, c'est pareil, c'est une grosse loupe assez simple de restaurant, on est dans un business très classique. Mais rien que le fait de se dire, bah, comment je peux faire en sorte que j'ai le maximum de gens qui partagent mes plats sur les réseaux sociaux, bah, ça va t'amener peut-être à le dresser un peu différemment, sans rogner sur la qualité, bien sûr, hein. Mm. Mais ça te permet de, voilà, de voir ta croissance de cette manière-là.
Ouais, c'est Pokawa qui avait fait un truc comme ça, je crois. Où Ok, ils ont fait dans tous les magasins, enfin dans tous leurs points de vente, du coup, restaurants, mais c'est aussi trucs à emporter, tu vois. Ils ont designé un petit espace qui est canon en termes de graphisme, tu vois, justement pour que les gens se prennent en d'accord. photo. Tu vois, et du coup, comme ça, les gens viennent, se prennent en photo dans le truc, le partage, c'est comme tu l'as dit, c'est Instagrammable, quoi. Et donc ça attire d'autres gens derrière. Et c'est vraiment le mécanisme que tu décris là, quoi. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci pour ces exemples et puis l'explication du concept. Euh, Maintenant qu'on a parlé de ça, j'allais dire, c'est vrai que bon, on parle de bonnes pratiques, d'exemples qui marchent et tout. J'aime bien aussi toujours parler de trucs qui marchent un petit peu moins bien ou qui sont un peu plus difficiles, hein, on va dire en marketing en gros. Du coup, c'est quoi tes trois gros challenges du moment à toi? Bah écoute, oui, j'en ai pas mal en ce moment. Je vais commencer par un des plus gros challenges, on va dire, qu'on a chez Blablacar actuellement et auquel moi je participe de manière active. J'ai un gros challenge, on va dire, sur la partie acquisition et activation de nouveaux conducteurs sur notre application de covoiturage du quotidien qui s'appelle Blablacar Daily, qui est une application vraiment différente de Blablacar, qui est destinée à un usage où les gens font du covoiturage domicile-travail, où tu as un calendrier que tu uploads sur l'app, etc. Donc c'est un usage un petit peu différent. Euh, mais là, depuis le 1er janvier, le gouvernement, en gros, a lancé une sorte de bonus covoiturage où tu peux avoir en fait 100 euros si tu covoitures de manière régulière pour la courte distance. Tu vois, il faut que tu fasses 10 trajets en 3 mois. Mhm. Et pour la longue distance, il faut que tu fasses 3 trajets en 3 mois. Donc, bah, le challenge, c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum de conducteurs qui découvrent que ce bonus existe et qu'on puisse faire en sorte de les activer rapidement, de faire en sorte qu'ils trouvent des passagers sur le trajet sur lequel ils voyagent quotidiennement. Donc on a un gros challenge là-dessus et il y a pas mal, si on va dire, on se met vraiment sur la partie très grosse de challenges qui en découlent, qui sont de se dire comment est-ce qu'on mesure que nos actions ont de l'impact, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon tracking, regarder les bons KPI, comprendre l'attribution un peu de chacun de nos canaux, de nos touchpoints, etc. Qui sont, voilà, on va dire des choses assez techniques qui regroupent pas mal d'équipes différentes. Ça peut regrouper un peu de la data analyse, de la tech, du marketing, etc. Mais il y a un gros challenge de bien comprendre l'attribution de nos actions avec des modèles d'attribution qui sont assez complexes, etc. Mhm. Notamment, on fait pas mal de choses en redirigeant les conducteurs qui publient des trajets courte distance sur Blablacar vers Blablacar Daily. Tu vois, donc on a tout un challenge qui est de faire switcher des utilisateurs d'une app à une autre, qui est quelque chose Ouais, qui est pas forcément évident. Hein. On va dire que tu carrément. arrives sur Blablacar, tu publies un trajet courte distance, et nous on va te dire, bah en fait, tu as plus de chances de trouver des passagers sur Blablacar Daily parce que c'est une application de covoiturage du quotidien. Mais toujours est-il qu'il faut que tu fasses un effort, toi, en tant qu'utilisateur, et donc t'activer va être un peu plus compliqué que si t'étais allé directement sur l'application. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place pour ça, mais ouais, c'est un beau challenge. Et après, on a pas mal aussi de problématiques de conversion sur lesquelles moi je travaille pas mal avec des équipes produits, faire en sorte que les gens comprennent bien comment poster un covoiturage, comment accepter une demande, comment continuer à covoiturer dans le temps, etc. Donc ça, c'est un bon premier gros challenge. J'ai un deuxième challenge qui est quelque chose qu'on essaye de faire continuellement chez Blablacar en fonction du contexte, en fonction potentiellement de la concurrence, etc. J'en parlais avant, mais qui est de proposer le bon prix à nos conducteurs, à nos passagers. Il faut que chacun s'y retrouve, hein, donc il y a toujours un bon ajustement à avoir. Mhm. Et troisième gros challenge qui est plutôt perso, c'est faire grossir ma newsletter qui s'appelle The Growth Mine, sur laquelle j'écris pas mal sur des sujets growth et plus généralement un peu plus tech aussi. Donc c'est un peu mes trois gros challenges du moment, on va dire. Ça marche, bah, je mettrai le lien du coup dans la description. Écoute, si ça peut t'aider, ça me fait plaisir. Et je Bah suis sûr que de toute carrément. façon, pour le coup, en plus, pour en avoir lu quelques épisodes, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc, allez-y. Écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, du coup, c'est quoi le truc que tu retiendrais, le conseil que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit par rapport à ce concept justement? Ouais, si je devais un peu retenir une chose de l'échange, c'est donc on a dit le concept de gros loop, c'est assez théorique. Par contre, c'est vraiment en fait le genre de framework qui te permet de te poser parfois pendant 1 heure, de prendre un peu de hauteur sur la manière dont aujourd'hui tu gères ton acquisition, ton referral, potentiellement certains process internes à la boîte,
ouais, vraiment prendre de la hauteur, regarder, se dire, bon, bah, aujourd'hui, comment je fais? Et est-ce que si j'applique un framework différent, ou j'ai une vision totalement différente, je peux changer radicalement certaines choses? Et je trouve qu'en fait, quand tu regardes un peu ta croissance en gros floupe, c'est le genre de choses dont tu peux te rendre compte versus si tu prends le funnel classique. Ouais, prendre le temps de sortir un petit peu la tête du guidon pour questionner aussi du coup les process et la façon de travailler qu'on a un petit peu classiquement. Super intéressant. Ça marchait, tu vois, je pense que Ouais, ça contribue beaucoup, tu vois. Moi, perso, j'ai vraiment vu un gap aussi dans mon boulot, dans mon expérience professionnelle. Le moment où tu commences aussi à lire, tu vois, à lire, à écouter, il y a des podcasts, il y a des livres market, il y a des trucs comme ça. Et t'en as deux, trois, je trouve que ça permet vraiment de prendre ce recul-là. Tu vois aussi, je pense tout ce qu'on est capable de faire en termes de contenu ou de veille à côté, quoi. ouais, Euh, totalement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, ça pourrait être un deuxième conseil qui est pas vraiment en rapport avec cet échange, mais je suis totalement aligné avec toi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, je lise pas beaucoup de contenu et tout parce que j'ai pas le temps. Mais en fait, on se rend pas compte du temps que ça va nous faire gagner, même de lire 10, 15 minutes, de faire un peu de veille sur son sujet par jour. Pas grand-chose, mais ça peut te permettre d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui existent. Et ouais, moi, c'est quelque chose que je fais de manière régulière et que je conseille à tout le monde, ouais, clairement. Bon bah écoute, encore une fois, merci pour tout Pierre-Jean. C'était cool de Bah, t'avoir merci pour pour discuter l'invitation. de ça, même si c'était, pour le coup, c'est un épisode un peu théorique, mais c'est cool d'avoir pu partager aussi des exemples qu'il applique. Si jamais il y a des questions pour toi par rapport à ça, donc on a dit il y a évidemment ta newsletter, mais du coup on peut te trouver sur LinkedIn. Ouais, le plus simple, je pense, c'est de me contacter sur LinkedIn. C'est là où je suis le plus actif. Donc c'est Pierre-Jean Ilion, H-I-2-L-I-O-N, si vous voulez me retrouver sur LinkedIn. Carrément. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout, et puis bah il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci Axel, merci pour l'invitation et très bonne journée à toi. À plus. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.